Bonjour à tous et bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici notre programmation pour l'édition du 20 octobre. L'inauguration de l'aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé, la première édition du Salon des aînés Rocher-Percé, la Journée internationale de la lutte à la pauvreté, la FADOC offre une formation intitulée « Dans la peau d'un aîné », les matchs de sélection d'hockey Gaspésie-les-Îles. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous commençons cette semaine avec l'inauguration de l'aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé. Télévague était présent à l'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé, un événement marquant qui, grâce à une subvention significative de 407 000 $ du gouvernement du Québec, accompagné d'un investissement de 670 000 $ de la MRC Rocher-Percé et d'une aide financière de plus de 1,5 million de dollars du Développement économique du Canada. L'aérogare a pu bénéficier d'une rénovation complète. Cette infrastructure modernisée a ainsi vu sa superficie augmenter de plus de 70 % par rapport à l'ancienne aérogare. Dès 1986, une première piste a été aménagée. En 1991, une piste de 4000 pieds a été asphaltée et le premier avion ambulance a atterri à notre aéroport. Les travaux pour notre première aérogare ont débuté cette même année et se sont étalés sur plusieurs années. En 2020, nous avons franchi une étape symbolique avec la première pelletée de terre pour le prolongement de notre piste d'atterrissage et l'ajout d'une station météorologique automatisée. En 2021, nous avons eu l'honneur d'accueillir le premier Boeing 737, marquant le début d'une nouvelle ère pour notre aéroport. En 2022, la construction de notre nouvelle aérogare a débuté. Et aujourd'hui, en 2024, nous sommes fiers d'inaugurer cette nouvelle aérogare qui sera un point d'ancrage pour le développement économique et touristique de notre MRC. C'est le fun de faire des pelletées de terre, mais c'est encore bien plus plaisant de couper des rubans. L'aéroport du Rocher-Percé est vraiment un atout majeur pour la MRC. Puis le projet de réfection de l'aérogare va contribuer à accroître les retombées économiques et touristiques qui vont avoir un impact positif sur la région qui va en être desservie, notamment pour les entreprises touristiques du territoire. On l'a tout le temps dit, notre MRC, on peut faire du développement économique, mais le développement touristique de notre MRC, c'est vraiment un moteur économique important pour l'ensemble de la région. Il est essentiel de rappeler que cet aéroport n'est pas qu'un simple point de transit. En 2023, il s'est hissé au 9e rang des aéroports québécois les plus fréquentés par les avions du service aérien gouvernemental. Quand même. Ces chiffres témoignent de l'importance vitale de cet aéroport pour la santé et le bien-être de nos communautés. Au début 2023, Courant culturel a interpellé la MRC du Rocher-Percé qui était à la recherche d'un lieu pour la réalisation d'une murale dans un espace public. Ils ont rapidement proposé un mur de l'aérogare qui devrait être rénové. C'est ce qui m'amène à vous dévoiler en fait le titre de cette œuvre qui se nomme « Traversée Alizée ». Vous pouvez voir dans cette murale, en fait, il y a 3 éléments qu'on a vraiment voulu mettre en relief. Donc, vous pouvez voir des courbes topographiques qui vont représenter le mont Sainte-Anne, qui est une de nos merveilles de l'UNESCO du patrimoine. Vous pouvez voir en jaune la grande ligne qui peut rappeler aussi les lignes jaunes du tarmac, mais ça se trouve en fait d'être un bout du tracé de la rivière de Grande-Rivière, qui était nommé par les Autochtones le Grand Chemin de l'Intérieur. Et vous avez la traversée d'oiseaux qui se nomme la murmuration. Quand on a une formation d'oiseaux, on peut les apercevoir quand même souvent sur notre territoire. Donc, c'est ce qui donne aussi un grand mouvement qui se promène à travers l'œuvre. On a bien sûr la ligne qui va nous... qui représente le Rocher-Percé, une autre belle merveille de notre territoire. Le préfet de la région a profité de l'occasion pour rendre hommage à M. Marcel Lavoie, un pilier de l'aéroport âgé de 76 ans. C'est un employé dévoué qui a consacré 37 ans de sa vie à l'aéroport, dont 10 ans de bénévolat avant son embauche officielle. M. Lavoie s'est dit très ému de cette reconnaissance. Depuis les investissements majeurs et significatifs qui ont été réalisés à l'aéroport depuis 2020, de nouvelles opportunités s'offrent à la région, tant pour le secteur du tourisme, qui
qui peut désormais bénéficier d'une infrastructure améliorée que pour le développement économique qui pourra en tirer parti pour réaliser de nouvelles entreprises et créer davantage d'emplois. Jeudi dernier fut le grand jour pour la première édition du Salon des aînés Rocher-Percé. Télévague était sur place pour capter l'événement. Aujourd'hui, on est à la première édition du Salon des aînés du Rocher-Percé. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, pour commencer, je suis bénévole au point de vue des super voisins, d'organismes dans le coin, pour être, comment dire, pas surveiller ni épier, mais donner du service d'entraide à nos voisins. Et Franck m'a appelé pour me dire que je suis bénévole. Oui, je voulais participer parce que, comme on dit, c'était encore une autre manière de nous impliquer pour nos aînés, même si j'en fais partie. Puis de profiter de cette journée-là pour faire bénéficier à toutes les autres personnes aussi, comme on dit, de leur présenter qu'est-ce qu'il y avait comme service dans notre communauté pour aider. Puis souvent, c'est qu'on s'aperçoit que les personnes, souvent, sont trop isolées, puis ils n'iront pas chercher de l'aide personnellement ou encore à domicile. Mais dans des salons comme ça leur permet de goûter. Ils ont un menu vraiment complet de tous les organismes qui peuvent leur venir en aide. Puis souvent, ça peut être seulement un organisme, mais c'est ça qui va leur sauver beaucoup de désagréments et d'anxiété. C'est ça qu'on veut, de la bien-traitance. Bien, elle est là pour ça. Depuis ce matin, nous autres, on va être responsables des sondages. J'ai hâte de passer les sondages tantôt parce qu'on sait que l'activité On bouge qui est en bas, ça prend beaucoup depuis tantôt. Là, comme on dit. Les gens ont besoin de faire des activités. Seuls, ils ne feront pas ça. C'est normalement qu'avec un complice que tu vas le faire. Puis souvent, c'est une amie, une voisine. Souvent, ici, c'est des lieux de rencontre. C'est ça que ça leur permet. En fait, le yoga sur chaise, c'est beaucoup pour quand on est rendu dans notre vie où s'asseoir au sol puis se relever, c'est difficile, c'est long, c'est ardu. Fait qu'avec la chaise, on enlève cette étape-là. Tout ce qu'on ferait dans un yoga normal assis au sol, on va le faire assis sur une chaise. Puis on fait quelques postures debout, mais avec tout le temps la chaise pas très loin. Fait que si l'équilibre est un peu précaire, on peut tout le temps mettre la main sur le dossier de la chaise, aller chercher un peu plus d'équilibre. Fait que c'est des séances de yoga comme j'enseignerais à des gens dans la vingtaine, mais adaptées avec des capacités quand ça devient un peu plus difficile de s'asseoir au sol, de se relever quand l'équilibre est plus précaire. Puis c'est justement des choses qu'on veut travailler quand on avance en âge. Là, on veut pas tomber, on veut que notre stabilité reste là. Fait que c'est toutes des choses qu'on va aller travailler avec le yoga sur chaise. En fait, on leur présente des ressources là, en activité physique. Donc, par exemple, qu'est-ce que l'impact que l'activité physique peut avoir sur notre sommeil, sur la santé mentale. Aussi, on leur présente les ressources en activité physique qu'il y a de disponibles sur le territoire là, dans Rocher-Percé, puis où ils peuvent se joindre à des groupes d'activité physique. Là. Vous travaillez pour qui? Moi, je suis à la direction de santé publique, donc j'ai un poste régional pour la Gaspésie-les-Îles pour déployer justement des programmes en activité physique et également en prévention des chutes. C'est très bien organisé, c'est très intéressant. C'est de valeur que je dois quitter avant la fin parce que mon monsieur avec lequel je suis doit s'en aller à l'extérieur. Jusqu'à maintenant, c'est un grand succès. Donc, les gens répondent à l'appel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont ici, beaucoup d'organismes, beaucoup de personnes aînées aussi, beaucoup de proches aidants aussi. Donc, ils viennent chercher l'ensemble des services, ils viennent voir c'est quoi les services qui sont offerts. Donc, on a des services de tous les organismes, on a des places pour pouvoir faire de l'activité physique aussi. Il y a des places pour pouvoir voir c'est quoi les services alimentaires, donc les petits plats givrés, qu'est-ce qu'on peut faire comme service et tout. Et il y a des places pour pouvoir faire avec les cercles d'infirmières, les clubs de l'âge d'or, tout ce qui est loisirs aussi. Donc, je suis content de voir que les gens apprécient. Donc, c'est une première édition. C'est sûr qu'il va y avoir certaines choses à pouvoir travailler un peu, mais jusqu'à maintenant, c'est un succès, ça va super bien. Qu'est-ce que vous offrez à manger ici? On offre la dégustation des plats congelés. C'est qui fait ça? Le garde-manger, un organisme qui était le programme de récupération supermarché, est devenu son propre organisme, qui s'appelle le garde-manger, et c'est eux qui produisent tous nos plats congelés. Puis la population, c'est où qui peut s'y procurer? Au Centre d'accès bénévole. On a d'excellents commentaires. Puis là, je viens de recevoir le commentaire d'une dame qui m'a dit « C'est où je peux en avoir? » Ben, j'ai dit « Au Centre d'accès bénévole. » Jusqu'à date, comment vous trouvez le salon? Moi, je trouve ça extraordinaire. Franchement, je m'attendais pas
c'était si bien organisé, étonnamment. Mais c'est très, très bien organisé. Les gens, ça participe bien. Puis je veux dire, on manque pas de renseignements. Les jeux, c'est ici. Il y a une autre classe si on mange, d'autres classes, ça bouge, d'autres classes, on est renseigné. Puis il y a des kiosques, là, vraiment, pour tout, pour les aînés, pour la sécurité. En tout cas, c'est vraiment extraordinaire pour moi. Ouais. Moi aussi, je suis bien satisfaite, très satisfaite. Je m'attendais bien à ça, un peu, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. On a une guide qui nous dit où aller, puis moi, je trouve ça bien. Ouais. On a mal aux genoux, on prend notre temps, on n'est pas pressé, tout est merveilleux. Ouais. Moi aussi, je trouve ça, l'organisation, ce qui m'a plus stupéfaite, c'est la publicité. Il y a eu beaucoup de publicité, ça fait que je ne suis pas surprise du plus grand nombre de gens. Puis même à l'extérieur, il y a des gens pour le stationnement, fait que tout est facilitant pour les personnes âgées. Non, c'est vraiment, tout est ça à la poche. Là, avez-vous appris des nouvelles choses aujourd'hui? Des nouvelles choses, oui, surtout au niveau des kiosques pour la maltraitance des personnes âgées. En tout cas, comme les policiers étaient là pour les gens qui sont arnaqués, des choses comme ça. Puis je veux dire, foule de renseignements. Là, je pensais jamais qu'il y avait autant de ressources. Là. Puis il y a plein de pamphlets qui nous donnent pour avoir tous les numéros de téléphone. Là, je te dis, moi, j'ai un sac bien plein là, tu sais, de choses. Mais c'est vraiment là, merveilleux. Honnêtement, là, ça renseigne beaucoup. C'est la place. Le 17 octobre, c'était la Journée internationale de lutte à la pauvreté. Le collectif Gaspésie-les-Îles pour un Québec sans pauvreté et ses membres ont concocté un petit 5 à 7 pour parler de la pauvreté. Pourquoi qu'on est réunis ici pour le 5 à 7 au collectif alimentaire? Bien, en fait, aujourd'hui, on est le 17 octobre, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Fait que c'est comme le moment statutaire dans l'année où est-ce qu'on décide de se réunir puis de parler de la pauvreté. Parce que la pauvreté, malheureusement, c'est pas un sujet à la mode pour le gouvernement ou les décideurs de ce monde. Puis pourtant, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu partout et même en Gaspésie et aux îles. Fait que c'est vraiment important qu'on prenne le temps, en fait, au moins une journée par année pour se dire que ça n'a aucun sens dans un pays comme le nôtre, qu'on laisse des personnes pas répondre à leurs besoins de base. Vous voulez annoncer une nouvelle campagne de sensibilisation? Oui, bien en fait, aujourd'hui, dans notre monde idéal, on lançait une campagne de sensibilisation à la réalité de la pauvreté en Gaspésie et aux îles, parce qu'on se rend compte que quand les gens pensent à la pauvreté, ils ont des images comme une personne en situation d'itinérance à Montréal, alors qu'en Gaspésie et aux îles, c'est pas exactement ça. Toutefois, les statistiques nous disent qu'il y a pratiquement une personne sur 5 qui réussit pas à répondre à ses besoins de base. Fait qu'on s'était dit, on va faire une campagne avec une saveur plus régionale, mais en fait, on s'est buté aux propres préjugés des personnes par rapport à la pauvreté parce que des gens voulaient témoigner pour nous aider dans notre campagne, mais nous disaient, Louise, je veux pas être identifiée, je veux pas être pointée du doigt. Fait que là, on se disait, oh non, on veut mettre en lumière c'est quoi la pauvreté, mais les gens veulent pas participer à cause qu'il y a trop de préjugés. Fait qu'on s'est rendu compte que mener une campagne de préjugés, c'était plus compliqué que prévu, mais nous, on a décidé de prendre le temps de bien le faire, contrairement au gouvernement qui fait des 4e plans de lutte sur le coin d'une table puis des réformes à l'aide sociale sur le coin de l'autre table. Nous, on va prendre le temps, on va faire quelque chose qui a de l'allure parce que les gens en Gaspésie méritent qu'on lutte contre les préjugés. Bien justement, qu'est-ce que vous pensez de la loi que le gouvernement a déposée, la loi 71? Oui, bien en fait, le projet de loi 71, ça fait 15 mois que la ministre nous dit qu'il va y avoir une modernisation de l'aide sociale. Fait que nous, on avait beaucoup d'attentes. On se disait, enfin, quelqu'un va s'asseoir puis va enlever plein de dispositions problématiques dans la loi, va rehausser les montants. On avait vraiment beaucoup d'attentes et finalement, on a une réforme purement cosmétique, une réforme à coût nul où est-ce que les personnes n'auront pas plus d'argent dans leur poche. Au contraire, beaucoup de gens vont se voir couper des prestations qu'ils auraient pu recevoir, comme par exemple la prestation pour chef de famille monoparentale. C'est-à-dire que si tu as un enfant de 5 ans ou moins, tu reçois un montant de plus par mois, le gouvernement a décidé de l'enlever pour pouvoir mettre plus de mesures de réinsertion au travail. Mais le travail, c'est pas réaliste pour beaucoup de gens à l'aide sociale, donc on trouve que ça a été très mal pensé. C'était pas ça qu'on avait besoin. On a hâte de voir concrètement. Il y a eu les consultations publiques la semaine dernière, mais ce qu'on nous laisse entendre, c'est que la ministre elle-même a beaucoup encore de préjugés par rapport à la pauvreté. Mais en parlant de préjugés, est-ce que la société a encore beaucoup de travail à faire pour contrer les préjugés contre la pauvreté? Absolument. Puis je dirais qu'un des enjeux par rapport aux préjugés de la pauvreté,
c'est que les médias nous remplissent de préjugés par rapport à la pauvreté. Les ministres, les élus, le premier ministre lui-même sous-entend que la solution à la pauvreté, c'est d'aller travailler, alors que parlons-en à nos aînés qui sont à la maison, qui ont travaillé toute leur vie, puis qui en ce moment vivent sous le seuil de la pauvreté. Parlons-en aux personnes en situation de handicap qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, puis qui des fois peuvent simplement pas se rendre travailler. Fait que je trouve qu'on banalise un peu, on vient généraliser la pauvreté, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis je trouve ça décevant que des gens responsables de la solidarité sociale au Québec continuent de faire des interventions médiatiques qui augmentent les préjugés par rapport à la pauvreté. Si on revenait à notre petite soirée 5 à 7, vous avez invité la population. Vous allez leur offrir un parcours interactif? Oui. En fait, on a voulu mettre les gens un peu en discussion, les amener à se plonger dans des situations qu'ils vivent pas nécessairement. Donc, on a créé des personnages fictifs. Puis on a déjà pré-pensé à des bad luck, des tuiles qui peuvent leur tomber sur la tête avec des pistes de solutions. Mais on devinera que quand on a, par exemple, 807 $ par mois, peu importe la bad luck qui nous arrive pendant le mois, les solutions sont assez minces. Fait qu'à travers ces exercices-là, on va amener les gens à réaliser que des fois, c'est pas souvent en fait, c'est pas une question de volonté, c'est une question d'absence de choix. Fait que on veut comme sensibiliser, amener des discussions, des groupes de personnes, des fois qui se connaissent, des fois qui se connaissent pas, de dire, OK, si on a 807 $ ce mois-ci, est-ce qu'on est capable, par exemple, de payer les frais du vétérinaire pour le chien qui vient de se faire frapper par une voiture? Fait qu'on veut comme sensibiliser tranquillement parce qu'on pense que c'est ça, plus il y a de personnes qui vont comprendre la pauvreté, plus il y a de personnes qui vont en parler, puis plus il y a des chances que le gouvernement finisse par prendre ça au sérieux lui aussi. Une personne qui travaille au salaire minimum à temps plein n'atteindra pas un niveau de vie suffisant pour sortir de la pauvreté. C'est pas normal au Québec en 2024. Nous avons rencontré Marilyn Arsenault, directrice générale de la FADOC pour notre région, pour discuter de leur formation qui s'appelle « Dans la peau d'un aîné ». Bonjour Marilyn. Bonjour. Dans quel domaine la FADOC, la Gaspésie-les-Îles, représente les 50 ans et plus? Effectivement, donc la FADOC a vraiment un mandat au niveau du loisir principalement, mais aussi au niveau de la défense des droits collectifs des aînés. Fait que ça nous amène à faire beaucoup de promotion au niveau des aînés, mais aussi beaucoup de prévention, surtout en lien avec la bientraitance qu'on entend beaucoup parler là, dans les dernières années. Vous avez combien de membres dans la région? Partout en Gaspésie et incluant les îles de la Madeleine, on regroupe environ 8700 membres là, de gens de 50 ans et plus là, qui sont associés là, au grand réseau FADOC en Gaspésie. Donc, ça fait déjà plusieurs années là, qu'on approche le CI3S là, afin de pouvoir offrir la formation qu'on a là, qui s'appelle « Dans la peau d'un aîné ». Et cette année, on a eu là, justement la bonne nouvelle là, au début du printemps que le CI3S, là, en collaboration évidemment, en lien avec la loi sur la bientraitance des aînés et des personnes vulnérables ou à risque de l'être, dans le fond, voulait former l'entièreté là, de leur personnel dans les CHSLD sur justement comment mieux interagir avec les aînés dans un volet de bientraitance. Donc, la formation dans la peau d'un aîné se prête totalement là, dans le thème du sujet. Ça s'adresse à qui exactement? Dans la peau d'un aîné, on l'offre vraiment à toute la population, mais principalement à des gens qui sont en contact avec des aînés. Donc, ça nous permet vraiment à l'intervenant ou aux travailleurs de se mettre dans la peau d'un aîné, donc de pouvoir faire par de petits gestes concrets, mieux traiter les aînés. Est-ce que c'est une formation en ligne ou en présentiel? On peut l'offrir là de façon virtuelle, mais comme bien sûr, c'est sûr que d'offrir ce type de rencontre-là physiquement, ça permet des échanges beaucoup plus riches avec les employés. Puis là, on fait la tournée vraiment des centres des CHSLD en Gaspésie. En ce moment, là, on fait le secteur de la MRC Rocher-Percé. Puis on voit vraiment comment les échanges sont riches avec les préposés aux bénéficiaires, avec les infirmières auxiliaires, avec même le personnel aidant, qu'on parle au niveau de la cuisine, au niveau de l'entretien ménager. Tout ce beau monde-là travaille et est en contact avec les aînés au quotidien. Donc, ils ont tout honneur, justement, à adapter là, leur attitude, leur façon de s'adresser aux aînés dans un volet de bientraitance. Prends l'exemple, mettons, quand on travaille avec les aînés, de faire des activités pour simuler la mémoire, tout ça. Donc, le fait d'offrir là aux aînés des activités adaptées
adapté à la réalité parce que si on prend, mettons, au niveau des troubles cognitifs, on pourrait avoir une quarantaine de personnes atteintes de la même maladie cognitive puis qui vont pas réagir de la même manière. Donc, d'être à l'écoute de ça, de pouvoir adapter les activités, c'est vraiment intéressant. On se permet aussi, au niveau des gens, de leur faire essayer une conversation entre collègues en mettant des fameux bouchons pour les oreilles. Et ça permet vraiment de simuler une perte auditive. Quand on n'a pas cette problématique-là, c'est difficile de se mettre dans la peau d'une personne. Donc là, les gens, les employés peuvent utiliser les fameux bouchons et ça leur permet vraiment de dire, bien, effectivement, c'est pas évident de discuter quand on n'a pas 100% de nos oreilles disponibles. Donc là, ça leur permet vraiment de pouvoir dire, bien, quand je vais m'adresser à monsieur ou à madame qui a un problème auditif, bien, je vais me placer devant eux. Je vais prendre le temps de parler pour leur permettre peut-être de lire sur mes lèvres. Donc, c'est vraiment des petits trucs comme ça au quotidien qu'on veut que les employés puissent mettre en application. Puis, on le sait, le système de la santé, il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre. On sait que ces gens-là travaillent très, très fort, puis ils n'ont pas toujours un temps, autant qu'ils le voudraient justement avec les aînés pour les préparer, tout ça. Fait que des petits gestes comme ça au quotidien font réellement la différence, justement, comment ils vont se sentir, puis comment que les gens vont se sentir respectés dans leur dignité à travers, justement, l'évolution là, du vieillissement qui est indéniable. C'est où qu'on se réfère si on serait intéressé à avoir la formation? Sur le site Internet de la FADOC, donc au fadoc.ca. Ou sinon, en nous contactant directement au bureau de la FADOC à Gaspé. Ça va nous faire vraiment plaisir de planifier et d'organiser là, des ateliers là, qui sont vraiment gratuits, qui sont offerts à toute la population sur le territoire de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine. Donc, si vous êtes en contact avec des aînés, vous travaillez dans un regroupement ou quoi que ce soit et que le sujet vous intéresse de parler du vieillissement et de la bientraitance, bien, ça va nous faire un grand plaisir de se déplacer sur le territoire puis d'aller vous offrir cette formation-là qui est vraiment intéressante parce qu'elle dure pas tellement longtemps, c'est environ 1h30. Et c'est des activités ludiques. Là. C'est vraiment là, agréable. On met des gants pour simuler l'arthrite, l'arthrose, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment fort intéressant. Ça va être jusqu'à quelle date, cette formation-là? On devrait avoir terminé là, la totalité là, du territoire du 6 de la Gaspésie fin novembre. Donc, on est vraiment là, dans une période assez bien occupée. Donc, actuellement, on fait Rocher-Percé, la semaine prochaine, la Haute-Gaspésie. Et en novembre, on fera la MRC d'Avignon et Bonaventure. J'invite vraiment les gens de la population, s'il y a de l'intérêt pour l'activité, de nous contacter parce que c'est vraiment intéressant. Puis on l'offre aussi même dans les écoles là, aux enfants parce qu'on est tous en contact avec des aînés, hein? Donc des grands-parents, nos parents en devenir. Donc la formation s'adapte vraiment à tout le monde. Là. Il n'y a aucune raison de ne pas bénéficier de ça. Puis en ce moment, il y a environ là, 80 000 personnes à travers le Québec qui ont bénéficié de la rencontre de l'activité dans la peau d'un aîné. Donc aussi bien d'en faire profiter aux gens de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Eh oui, le hockey mineur est débuté. On en parle avec Gabriel Vallée, le directeur général d'Hockey Gaspésie-les-Îles. En fin de semaine, c'est les derniers matchs de sélection. Pour quelle ligue exactement? C'est pour le niveau double lettre. Donc, on parle du M11 2B, M13 2A, M15 2A et M18 2B. Pour ces sélections-là, qu'est-ce que vous recherchez comme aptitude pour les joueurs? Bien, c'est sûr qu'on regarde principalement le talent brut. Donc, on cherche vraiment les joueurs qui ont le plus beau talent à développer en termes de potentiel. C'est sûr qu'on regarde aussi l'attitude des joueurs, l'éthique de travail. Donc, on sait que le hockey, c'est une école de vie. Donc, on essaie de regarder globalement là, quel joueur on pense qui pourrait avoir des possibilités de graduer dans le hockey à plus long terme. Ceux qui vont être sélectionnés pour le double lettre, ils vont être répartis en combien d'équipes dans Gaspésie? Sur le territoire de la Gaspésie, dans la catégorie atome, il va y avoir 3 équipes double lettre, plus celle des Îles-de-la-Madeleine, donc pour un total de 4. M13, donc Pee-Wee et M15 Bantam, on parle de 2 équipes 2A sur le territoire de la Gaspésie, plus celle des îles, donc 3 équipes au total. Et puis dans le midget, on parle même scénario que dans le M11, donc 3 équipes 2B sur le territoire de la Gaspésie. Donc pour le hockey compétitif, il y a seulement 2 ou 3 équipes. Ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent des longues distances pour faire plus de matchs? Ouais, nous dans le fond, on fait une ligue interrégionale avec le Bas-Saint-Laurent. Donc, pour les joueurs qui vont jouer double lettre, là, on fait des échanges avec le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est un voyage avant les fêtes au Bas-Saint-Laurent, un voyage après les fêtes au Bas-Saint-Laurent.
Puis l'inverse est aussi vrai. Donc le Bas-Saint-Laurent va se déplacer chaque équipe une fois avant les fêtes, une fois après les fêtes sur le territoire de la Gaspésie. Donc ça fait un beau calendrier là, d'une vingtaine de matchs. Puis c'est ça, on essaie de réduire au maximum les distances. Là. Déjà en Gaspésie, à partir de Carleton à la Gaspé, on sait que c'est déjà une distance. Donc on essaie de réduire le plus possible et de faire ça le plus intelligemment. On a un grand territoire avec peu de population. Donc même dans le simple lettre, c'est un défi aussi parce que dans les catégories les plus vieilles, ben, les gens de Carleton vont quand même aller jouer des games à Gaspé. Donc, le territoire est un défi pour toutes les catégories, en fait. Cette année, il y a combien de joueurs d'inscrits dans l'association? Présentement, on est autour de 1250 aux dernières mises à jour que j'ai eues. Nos inscriptions, généralement, ça tourne, on dépasse le 1300, là, avec les petits M7 et les petits M9 là, qui s'inscrivent. Il y en a toujours qui s'ajoutent pratiquement à chaque semaine. Donc, on espère atteindre le 1300 encore cette année. Vous avez créé une nouvelle catégorie? Oui, c'est un projet qui provincialement qui se développe beaucoup, là, la catégorie M21. Ici, en Gaspésie, on a du hockey senior, mais c'est pas toujours évident pour les jeunes M18 de jouer quand ils ont fini leur stage de hockey mineur M18, de jouer senior tout de suite. Donc, on voulait essayer de prolonger leur carrière un peu, là, leur donner la chance de jouer quelques années de plus dans du hockey organisé, puis pas nécessairement sauter dans les ligues de garage. Puis avant la saison, pourquoi vous avez modifié la formule habituelle des M18? La formule qui était en place avec le M18 qui faisait en sorte que tous les joueurs jouaient ensemble, dans le fond, qu'il y avait une équipe de regroupement M18 double lettre. Les commentaires, on a fait un sondage là, auprès des joueurs là, au courant de l'été. Là. On a envoyé un sondage à tous. Puis ce qui sortait beaucoup, c'était que la saison devenait lourde là, parce que ceux qui jouaient dans le M18 simple lettre puis qui étaient sélectionnés aussi dans le double lettre n'avaient jamais de fin de semaine de repos. Puis que les joueurs, plus faibles ou plus petits dans le M18 avaient moins de temps de possession de rondelles, moins d'occasions de marquer parce qu'il y avait seulement un niveau. T'sais. Toutes nos autres catégories ont deux niveaux de jeu, donc c'est pas juste pour les bons joueurs, mais c'est aussi pour les joueurs plus nouveaux, plus en apprentissage encore. Donc c'est vraiment un sondage, puis c'est une forte majorité, là, plus de 60% là, qui votaient en conséquence de faire deux ligues distinctes là, dès le début de la saison. Depuis quelques années, le hockey féminin prend de la popularité. Est-ce que ça se reflète en Gaspésie? Oui, on est sur des très belles lancées là, au niveau du hockey féminin. Encore l'année passée, on a gagné des championnats à la Coupe Chevrolet, donc championnat provincial. Okay. Puis, on est sur une belle montée, là. On était, de mémoire, la 2e région sur les 14 régions de Hockey Québec avec la plus grosse augmentation du hockey féminin l'année dernière. Fait qu'on continue là-dessus, puis on essaie d'ajouter des choses à chaque année, leur donner Notre objectif, c'est du neutralité. Les filles peuvent pas nécessairement tous jouer dans la même équipe, parce qu'il y en a qui sont à Carleton, il y en a qui sont à Gaspé, à Murdochville, on a aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que c'est difficile de les mettre dans la même équipe tout le temps. Fait qu'on essaie de leur créer des petits moments juste entre elles, parce que c'est quand même vraiment important. Il y a vraiment une grande différence. C'est beau de voir ça quand les filles sont ensemble. L'ambiance est différente autant dans la chambre, sur la glace. Je vous remercie, M. Vallée, puis on vous souhaite une bonne saison de hockey. Merci beaucoup, c'est gentil. Pour remercier les fidèles membres motoneigistes et afin de marquer le 50e anniversaire de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, il y aura une deuxième prévente unique et exclusive pour l'achat des droits d'accès annuels du 1er au 31 octobre 2024. Cette première prévente offre un rabais exclusif de 115 $ sur le tarif régulier en saison. Vous pourriez donc vous procurer votre droit d'accès annuel à 415 $ durant cette période. Cette initiative vise à offrir aux membres la possibilité de profiter de tarifs avantageux tout en planifiant leur aventure hivernale à l'avance. Ceci conclut notre édition d'Eldocat du 20 octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Télévague vous souhaite une bonne semaine à tous.